Mais tu fais quoi, Andrea, là? C'est comment, Alexandre? On sent un groupe de rock aujourd'hui, Broken Bridge, donc je me prépare. Ok, Tiens, air guitare? Je suis prête. Ouais, avec ça, d'accord, bon. Et toi, tu vas où? Eh ben moi, je vais dans le district de Morges, figure-toi. À Chavannes-le-Veyron, voir Christophe Longchamp, qui est vice-président de différentes associations paysannes qui se sont organisées cette semaine, qui ont publié un communiqué avec des revendications. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce mouvement de la grogne paysanne chez nous? Eh ben, réponse juste après. Voilà, je prends la voiture. À tout à l'heure. En plateau, des nouvelles du SDIS Nyon-Dole qui célèbre cette année les 10 ans de fonctionnement. L'occasion de revenir également sur le rapport d'activité de l'année écoulée. On prend des nouvelles également des hivernales festivals. Une année de transition, une année compliquée. Ils nous expliqueront pourquoi. Broken Bridge en plateau, je l'ai dit, les Nyonnais rock, ça dégomme. C'est parti, vous êtes bien installés. Fais voir ta région. Bienvenue. Et on commence avec l'actualité. Les agriculteurs sont en colère et le mouvement s'organise aussi chez nous. Suite au mouvement européen de contestation des agriculteurs, les diverses associations paysannes de Suisse ont publié un communiqué commun pour lister leurs revendications à destination du politique. Quelles sont ces revendications? Quelles actions sont prévues et quelles politiques soutiennent ces démarches? Christophe Longchamp a répondu aux questions d'Alexandre. C'est le vice-président de Prometer et d'Agora. Bonjour Christophe Longchamp. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans votre exploitation agricole à Chavannes-le-Veyron dans le district de Morges. Oui. Je suis avec vous aujourd'hui puisque vous êtes le vice-président d'Agora et le vice-président de Prometer, deux associations paysannes qui ont publié un communiqué avec l'Union suisse des paysans cette semaine pour affirmer des revendications suite au mouvement qu'on a suivi en France. Alors on va discuter justement de tout ça, Christophe Longchamp. Déjà, je suis arrivé à Chavannes-le-Veyron, pas nous retourner. Oui. C'est un mouvement qui se suit du coup en Suisse? Oui, qui se suit parce que c'est un mouvement pacifique qui me plaît beaucoup d'ailleurs et qui montre que le monde a la tête à l'envers en fait parce qu'on demande aux agriculteurs de produire de la nourriture, de nourrir les gens et puis après on leur met beaucoup de contraintes. Et puis, donc ici en Suisse aussi? Oui, bien sûr, on a des normes qui arrivent rapidement, qui arrivent des fois très tard. On nous annonce au mois de décembre des choses qu'on va faire pour janvier ou février. Et puis l'agriculture, ça prend du temps. Oui. C'est la nature. Là, ça y est, il y a carrément un communiqué de presse des associations paysannes. Ça veut dire que le mouvement s'organise aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Il s'organise de par les chambres d'agriculture, de par l'Union suisse des paysans qui chapeaute les chambres d'agriculture. Ceci pour donner un message aux politiques, un message qui soit uni, qui soit clair. Et voilà pourquoi ce communiqué est sorti. Alors, dans ce communiqué, quelles sont les revendications qui sont faites par le milieu paysan suisse? Les principales revendications sont la transparence des marges. Notre produit n'est pas à un certain prix de nos fermes et puis après il arrive dans les magasins et souvent avec un écart de prix, ce qui est normal. Mais on ne sait jamais de combien chaque intervenant dans la filière prend et puis ça nous dérange. La deuxième chose, on demande la simplification. Tout est compliqué, on doit tout inscrire ce qu'on fait et puis ça nous prend du temps. Moi, sur mon exploitation, ça me prend 3 à 4 heures par semaine, y compris la comptabilité et tout ça. Mais c'est beaucoup de bureaucratie et puis notre job, c'est de produire de la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un soutien politique, notamment aussi, on pourrait regarder du côté de l'UDC, qui est aussi un parti qui historiquement soutient aussi les agriculteurs en Suisse. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que la politique vous suit. Non, c'est vrai qu'elle ne s'est encore pas affirmée. La politique nous suit de par les élections de l'automne passé, où le milieu agricole est bien représenté. La politique cantonale nous suit depuis longtemps et on a des très bons rapports avec. Mais c'est vrai que pour le mouvement actuel, aucun parti c'est clairement... Et pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils attendent de voir ce que les agriculteurs font? Difficile à dire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de méfiance? Alors on parle du politique, mais aussi peut-être du citoyen, de se dire... Est-ce que ce ne serait pas un peu une récupération de ce qui se passe en Europe? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une récupération ici en Suisse où finalement, les agriculteurs, on pourrait dire, sont mieux lotis que nos voisins français? Alors, on ne récupère pas, mais c'est vrai qu'on profite un petit peu de l'aura de nos collègues européens, que d'ailleurs je soutiens, parce qu'ils ont des conditions qui sont plus difficiles que les nôtres, il faut quand même
être réaliste. Non, ce n'est pas une récupération, mais il est vrai qu'il y a un petit ras-le-bol de toute cette paperasse, de toutes ces contraintes qu'on nous donne. Et c'est pour ça que, oui, l'effet européen a mis en route cet effet suisse. Aujourd'hui, il y a cette communication, mais pour la suite, c'est une chose de communiquer, mais quelles vont être la suite de vos actions? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Alors, la suite de l'action, c'est un communiqué qui est sorti. Après, une pétition qui est en ligne depuis hier après-midi, que chacun peut signer, agriculteur ou pas, bien sûr. On avoisine déjà les 20 000 pétitionnaires. Oui, exactement, c'est ce que j'ai vu en tout cas à midi. Le but est d'aller vers les politiques, vers le FAG et surtout les offices fédéraux pour montrer que voilà, 20 000 personnes ne sont pas d'accord avec ces choses. Montrer aussi à la grande distribution qu'il y en a un petit peu un ras-le-bol aussi de chaque fois nous remettre des contraintes qui ne sont pas forcément rétribuées par le prix. Au niveau des actions, justement, que ce soit des bottes de foin à l'entrée des villages, les panneaux retournés, on en a parlé, les slogans et autres, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a été décidé par l'USP, Agora, Prométer? Qu'est-ce qui va être fait? Par les organes officiels, il a décidé de rester dans la ligne qu'on est maintenant, de ne pas aller plus loin. Mais il est vrai que sur Facebook, s'est créé en milieu de semaine passée un groupe qui a maintenant 6 000 ou 6 500 personnes inscrites, je pense principalement des agriculteurs, j'imagine. Eux aimeraient des actions un petit peu plus choc. Mais il faut rester, pour moi, il faut rester dans la proportionnalité des problèmes que l'on a. Ça veut dire quoi, action plus choc? De se rassembler. Alors des choses qui vont se faire, c'est se rassembler et puis faire venir la presse pour communiquer. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, à travers vos associations, c'est pas quelque chose que vous soutenez? On soutient des actions raisonnées, oui. Ça c'est sûr. On a aussi entendu ou vu dans ces groupes, on va à Berne, on ferme des autoroutes et puis ça c'est quelque chose qu'on ne soutient pas. Il faut trouver en fait la juste limite pour arriver à revendiquer des choses sans passer du côté où on va se mettre les citoyens à dos. Exactement, en fait, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, les citoyens nous soutiennent, on l'a vu dans les quelques dernières votations qu'on a eues. Et on aimerait garder ce capital sympathie, ça c'est sûr. Pour terminer, Christophe Longchamp, alors on a bien compris pour l'instant vos actions, vos revendications, elles visent principalement le politique. Oui. Mais au niveau du consommateur, qu'est-ce que vous pouvez recommander, ou en tout cas qu'est-ce que vous aimeriez que les consommateurs, comme moi par exemple, puissent faire pour soutenir votre mouvement? La meilleure aide du consommateur, c'est de manger suisse, déjà. De regarder un petit peu sur les étiquettes d'où viennent les produits. Si possible, de favoriser les circuits courts, manger local et manger de saison. Les camions qui viennent avec des fraises depuis le sud de l'Espagne, c'est pas bien. C'est pas bon pour la Suisse, c'est pas bon pour l'écologie. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps, Christophe Longchamp. Je vous souhaite bonne suite du coup dans vos actions. Merci beaucoup. Le SDIS Nyondol célèbre cette année ses 10 ans de fonctionnement, l'occasion de revenir notamment sur le rapport d'activité en compagnie du major Pierre-Yves Cortési. On en parle avec lui. Bonjour, bienvenue. Merci. On est ravis de vous recevoir. Merci. Installez-vous seulement. Merci bien. J'ai l'habitude de vous recevoir chaque année, mais ça évalue dans les plateaux. Vous en pensez quoi? Je suis obligée de vous poser la question, mais parce que là, on change de décor. Exactement. Ça fait plaisir de voir justement le bel endroit que vous avez. D'ailleurs, je vous ai amené quelque chose pour préserver ce bel endroit. C'est un détecteur incendie, en fin de compte. Ah. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire, on l'espère un jour, dans toutes les habitations. C'est un petit boîtier qui coûte moins de 25 francs, qu'on trouve un peu partout, et qui peut sauver des vies, puisque voilà, ça va sonner si malheureusement il y a de la fumée. Et je pense que pour un bel endroit comme ça... J'arrache tout pour ouvrir, mais le conseil et l'astuce, pour bien le placer, ça serait où? Sur un point haut, le point le plus haut chez vous. Et comme ça, ça permet d'avoir tout de suite une détection de la fumée précoce qui pourra vous réveiller la nuit et vous sauver une vie. Bon, Rodolphe, notre réalisateur, il aura pour challenge de placer ça en haut sur les lumières. Voilà, je le place ici, merci. Plaisir. Cadeau. On va revenir sur les 10 ans du SDIS Nyondol, de revenir sur cette rétrospective, mais également sur le rapport d'activité, revenir sur quelques chiffres, puisqu'il y a eu cette année 538 interventions, soit 59 cas de plus que l'année précédente. Comment ça s'est déroulé pour vous cette année?
C'est vrai que c'est une année plus chargée, opérationnellement parlant, pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'on a quand même eu aussi des épisodes avec plus d'orages qui ont conduit à des gros épisodes d'inondations. Ça a quand même pesé un tout petit peu sur nos chiffres, mais pas que. C'est vrai que les incendies restent aussi assez présents, même si c'est en légère diminution, et on peut le souligner et le souhaiter. Et puis, toujours les notions de pollution. On se rend compte aussi que l'environnement est un domaine qui nous occupe de plus en plus. Alors on va commenter ces chiffres ensemble si vous le voulez bien, on va les afficher d'ailleurs à l'écran. J'aimerais notamment mettre en lumière les accidents de la circulation puisqu'ils sont passés de 8 en 2022 à 21 en 2023. Quel type d'accident il s'agissait ? Oui, alors c'est toutes sortes d'accidents. En ETSS, désincarcération, ça c'est vraiment des actions où on va avec des outils découper de la matière pour pouvoir justement permettre aux ambulanciers, aux médecins de prendre contact avec les personnes et de pouvoir les extraire en toute sécurité. Donc c'est toujours des situations qui sont complexes, qui sont sensibles, qui ne sont pas évidentes et qu'on regrette, bien sûr, c'est clair. Après, tout ce qui est fait pour le bien du patient et c'est évidemment notre priorité. Pourquoi une augmentation comme ça ? J'avoue qu'elle est difficile à quantifier. Est-ce que l'utilisation des natels au volant n'a pas peut-être une incidence ? Je me pose la question. Les routes aussi, on parle beaucoup de mobilité chez nous dans notre district. Alors je ne veux pas vous poser la question sur pour ou contre cette troisième voie à Nyon, mais quand même, est-ce que les routes aujourd'hui, elles sont adaptées peut-être aussi pour vos interventions sur le terrain ? Oui, alors c'est vrai que c'est une difficulté pour nous, pas forcément pour aller sur l'intervention, je dirais plus pour laisser venir déjà nos sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à la caserne. Là, ça devient compliqué parce qu'ils n'ont aucun moyen prioritaire. Et ça, on voit qu'on se reporte sur des moyens plus doux. Même le vélo électrique devient des solutions qu'on utilise. Après, lorsqu'on a des moyens prioritaires, alors la situation change quand même. Maintenant, quand c'est bouché et c'est compliqué. Donc, quelque part, cette troisième voie, elle serait peut-être utile aux sapeurs-pompiers ? Oui, par contre, on se rend compte aussi dans ces chiffres-là que même si on a eu 16 désincarcérations, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 sur l'autoroute, c'est vraiment très peu. Et ce n'est pas forcément là où on aura le plus de soucis. Donc c'est vraiment sur l'ensemble du secteur routier, je dirais, de la région. Si on revient sur cette année écoulée, 4 interventions chimiques, vous en parliez tout à l'heure, 83 inondations, 71 alarmes automatiques, 71 en matière de technique et divers. Mais si on prend finalement le panel aussi des 10 ans, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à cette rétrospective si on en faisait une aujourd'hui ? Bon, je dirais que si on regarde déjà le nombre d'interventions en 10 ans a quand même grandement augmenté. On parle de 30 et 40% si je compare les chiffres bruts de 2014 à 2024, 2023. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une grosse évolution. Ce qui s'augmente aussi, c'est évidemment la population. La population de la région a augmenté de l'ordre de 16-17%. Et par contre, ce qui diminue, c'est le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'est une réalité chez nous, c'est une réalité sur le canton, c'est une réalité en Suisse. C'est comme ça. Et là aussi, quand on met ces chiffres un petit peu en exergue, on se dit qu'il y a quand même un moment où il va falloir que ça se régularise. Ça passe par du recrutement, notamment, que vous faites ? Oui, alors ça passe par du recrutement. Là, chaque fois, lorsque des gens quittent, c'est sûr qu'on a des postes qui sont ouverts et on recrute du monde, mais la grosse difficulté, c'est d'avoir du personnel qui reste, qui s'engage à long terme, et ça, c'est le plus difficile aussi pour nous. Oui, c'est vrai qu'on parle finalement de cette baisse des effectifs, mais avec du personnel des pompiers qui ont été engagés sur des longues périodes, parfois même, certaines fois, 30 ans de carrière. Oui, absolument. Cette année, on a eu plusieurs officiers qui nous ont quittés avec plus de 30 ans d'expérience, de carrière, et ça, pour nous, c'est déjà difficile parce que c'est des copains qui s'en vont, clairement, et surtout, c'est de l'expérience, et cette expérience, ça devient un bien tellement précieux. Donc voilà, là, on sent que sur les 5 départs qu'on a eus, c'est pratiquement 200 ans d'expérience qui nous quittent. C'est de la folie. Un mot sur le recrutement des femmes aussi, puisque sur 230 personnes, 27 sont des femmes en 2023. En 2024, 226 personnes, dont 24 sont des femmes. Oui, alors je crois que là aussi, le ratio reste relativement le même. On est de l'ordre de, je pense, 10-15% peut-être maintenant de femmes qui font partie de nos rangs. Et c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et je pense qu'il va encore se développer probablement dans les années futures, j'imagine. Oui, si on revient sur cette rétrospective, est-ce que vous vous souvenez peut-être de la première femme sapeur-pompier qui avait rejoint vos rangs ?
Oui, alors ça date, et c'est vrai que c'était je pense qu'elle faisait office de pionnière parce que ça ne devait pas être simple pour la première d'arriver dans ce milieu qui était évidemment masculin, mais peut-être pas très très ouvert, je dirais, à ce changement-là à cette époque. Et elle s'est très très bien acclimatée à tel point qu'elle en a fait sa profession, sauf erreur, dans un autre domaine, mais je crois plutôt du côté de la police scientifique, mais vraiment axée sur le domaine incendie, donc preuve que voilà, elle a fait un joli bout de chemin. Aujourd'hui, d'avoir ces équipes mixtes, qu'est-ce que ça a changé finalement peut-être dans le métier ? Alors je pense déjà ça donne un petit peu plus de douceur dans certains propos ou ce genre de choses. Dans la vie de caserne, peut-être que ça a un petit peu aussi donné un autre côté. Et puis, sur intervention aussi, c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir aussi quelqu'un qui a une autre vision, qui peut amener quelque chose de complémentaire. De toute façon, c'est exactement le même fonctionnement que dans n'importe quel autre domaine. Mais dans le sapeur-pompier, on a vraiment besoin des capacités et des spécificités de chacun. Quelqu'un qui va venir avec son métier propre, avec ses connaissances propres, c'est la même chose entre un homme et une femme. Ouais. Pour terminer, on a parlé de ces 10 ans, plusieurs activités qui sont prévues aussi pour célébrer justement ces 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, on a souhaité vraiment faire quelque chose sur l'ensemble de l'année, un peu comme les 4 saisons, de se dire on va répartir ça sur nos 4 sites opérationnels. Donc les 4 casernes auront leurs dates qui sont prévues. Et puis c'est chaque fois une opportunité pour la population des communes peut-être membres de la caserne, mais plus largement d'aller rendre visite aux sapeurs-pompiers, à vos sapeurs-pompiers. Et c'est toujours un bon moment avec des portes ouvertes, des animations et puis des jolies choses à voir. Pierre-Yves Cortési, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous laisser reprendre la route. On était ravis de vous avoir. Et puis, on fera un petit contrôle qualité sur l'emplacement de l'alarme. Si D'accord, je viendrai vérifier. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jeudi, c'est culture avec des nouvelles notamment du festival Les Hivernales. Vous le savez, pour cette édition, l'édition sera réduite. Une édition 2024 marquée sous le signe de la transition. Cette année, elle aura lieu du 29 février au 3 mars et se tiendra sur 4 endroit, un format réduit. Pourquoi ? Eh bien parce que les organisateurs évoquent le besoin de réflexion et de réorganisation à l'interne après le départ de plusieurs membres du comité. On a donné la parole à Marine de la Creta, responsable communication pour les Hivernales sur ce plateau. Une interview enregistrée hier. Marine de la Creta, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication pour les Hivernales Festival. On le disait, la manifestation musicale a décidé de réduire son programme. Au lieu des 10 salles prévues, elle se tiendra dans 4 lieux du 29 février au 3 mars. Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté des Hivernales ? Clairement des enjeux qui sont liés aussi à la culture actuellement. Une édition précédente un peu plus difficile en termes de... On a fait un déficit, donc voilà, ça faut qu'on le dise aussi. Je pense que c'est énormément lié aussi à la manière de consommer des gens ces dernières années suite au Covid. Il y a quand même encore un impact. Et du coup, voilà, on a dû aussi un petit peu réfléchir en se disant... L'association qui reste donc bénévole, elle doit pouvoir survivre ou vivre en tout cas. Donc, vaut mieux réduire la voilure maintenant plutôt que de devoir ne pas du tout faire de futures éditions ou de devoir mettre, on va dire, la clé sous la porte, quoi. Donc, je dirais que c'est une réflexion qui est plutôt d'être prudent. Oui, alors c'est vrai que côté finance, l'année 2023 n'a pas été florissante, mais tout de même, on se pose pas mal de questions, notamment à l'interne, au niveau de la gouvernance, parce qu'on a appris qu'il y avait eu plusieurs départs des membres du comité, dont le programmateur, également du président et du fondateur au tout départ du festival. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que il y a... Alors après, moi, j'avoue que j'ai pas toujours... j'ai pas toutes les contacts avec les gens quand ils sont partis, puisque moi je suis arrivée il y a 1 an et demi, mais je pense qu'il y a de toute manière dans une association de manière générale, ça peut être lié à un changement d'organisation, ça peut aussi être lié à des gens qui ont des nouveaux projets, c'est clair qu'il y a aussi des gens qui ont arrêté, typiquement on a Amandine qui a arrêté parce qu'elle s'est mise à son compte, et je pense que comme toute aventure bénévole, il y a des fois aussi la vraie vie qui vient avoir un impact qui fait que les gens ont plus forcément le temps ou ces choses-là. Donc, je dirais il y a beaucoup de ça.
Et après, oui, il y a clairement aussi, je veux dire, on évolue avec notre temps et il y a aussi, le festival, il évolue aussi. Et il y a des gens peut-être qui sont moins aussi en accord avec l'évolution que prend le festival. Mais en soi, je crois que ça se fait assez naturellement. Les départs sont aussi plutôt liés à la vie, quoi. Enfin, les gens arrêtent parce qu'ils ont d'autres projets et d'autres envies, quoi. Ouais, d'autres, à l'inverse, rejoignent aujourd'hui le comité. Ils sont nouveaux et ont un souhait justement de défendre et de finalement sauver ce festival, si je peux me permettre. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance? Parce que vous avez voulu en faire finalement une gouvernance à l'horizontale où tout le monde prend des décisions. Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un qui mène ces décisions et qui soit justement aujourd'hui tout devant? Je dirais c'est pas forcément exact qu'on a mis quelque chose de complètement horizontal, parce que je trouve l'organisation d'un comité, elle vit, elle se modifie, etc. Il y a vraiment cette idée que chacun doit avoir ses responsabilités. Donc voilà, la communication, c'est un secteur, la production en est un autre. Et après, on a quand même des personnes qui vont être plus dans la coordination générale, sans avoir le titre de président ou de présidente. Donc voilà, donc il y a quand même au sein du comité, dans l'organisation réelle de l'organisation de la gouvernance, comme vous dites, il y a quand même de la coordination générale qui est faite par une personne qui est un peu entre guillemets les yeux partout, mais c'est vrai que je pense pas que c'est complètement horizontal. Je pense le souhait était d'avoir moins peut-être cette impression de la présidence fait qu'elle a genre son avis à dire sur tout, mais plus genre chacun peut être assez indépendant dans son secteur, dans son domaine de compétences, mais en rapportant forcément au coordinateur, à la coordinatrice et aussi au comité en entier. En fait, c'était plus que tout le monde puisse être un peu au courant de comment les choses se passent, parce que évidemment, quand aussi des gens s'en vont, si la personne n'a jamais donné les informations ou communiqué sa manière de fonctionner dans son secteur, on perd vachement d'infos, de trucs hyper précieux pour la suite, quoi. Donc c'est plus cette idée-là qui était qu'on puisse être tous et toutes au courant de ce qui se passait dans les autres secteurs, pour pouvoir aussi pallier si tout d'un coup il y a des gens qui s'en vont, quoi. Ouais. Est-ce que justement tous ces postes aujourd'hui sont repourvus? On sait que vous cherchiez notamment des coprogrammateurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a assez de monde pour faire tourner le festival? Alors, pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas encore trouvé toutes les personnes qui vont rejoindre le comité. En fait, ça prend du temps de choisir aussi des personnes, d'être très clair avec l'idée du bénévolat aussi, qui est quand même un gros morceau. Il y a des gens qui des fois se rendent pas compte de ce que ça représente. Et en fait, dans l'idée d'avoir quelque chose de très sérieux et de peut-être dans quelques années aussi professionnaliser la manifestation, il faut des gens aussi qui puissent assurer d'être présents et présentes pendant un petit moment. Je pense que là, il faut un comité où les gens restent 2, 3 ans, enfin voilà. Donc, je dirais que non, pour l'instant, il y a des choses qui sont encore en discussion, des gens qu'on rencontre, mais effectivement, le but, ça serait d'avoir quelque chose de pérenne et de solide. Oui, justement, pour en arriver là, parce que finalement, c'est une édition de 2024 basée sur la transition, sur des changements. On vient de l'évoquer, Marine, ensemble. Quels sont, du coup, vos objectifs pour cette édition 2024 dite réduite? C'est on va dire, avoir un public quand même qui puisse être en nombre dans les salles, qui nous ont aussi fait l'honneur de continuer l'aventure malgré la réduction de l'édition. Donc voilà, l'usine à gaz, la parenthèse, décor penché, backstage et la plage des Trois Jetés le dimanche. Le but, c'est d'avoir du monde, de drainer du monde, de montrer qu'on est là, donc ne pas qu'on nous oublie, on va dire. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis, c'est de profiter de cette édition réduite pour un petit peu axer notre réflexion sur la suite, sur comment repartir sur de bonnes bases, sur qu'on n'ait pas des soucis à l'avenir qui soient liés, que ce soit à des subventions ou même à des communications à l'interne. Enfin, le but, c'est que les choses aillent vers le mieux possible, quoi. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas une crainte finalement, Marine, que ce soit, il y a cette édition blanche qui va se dérouler avec ces différents lieux, qui soit la parenthèse, l'usine à gaz, qui finalement ont programmé ces concerts de manière indépendante, comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici, mais finalement qui se font et qui se fassent sans les hivernales, qu'on se dise, tiens, finalement, ce festival-là n'a pas réellement besoin d'exister?
Je crois pas, parce qu'il y a quand même tout ce qui est autour du village, de la salle communale, qui est quand même un lieu, le lieu central, quoi, qui, je crois, tenait pas mal à cœur aux festivaliers, festivalières, et aussi aux salles partenaires, hein, qui trouvaient que cet esprit festival, on le trouvait aussi beaucoup dans cette idée d'un lieu extérieur, par exemple, qui amenait avec les braseros, enfin voilà. Donc je pense que c'est plutôt je pense de valider en fait nos partenariats, de les améliorer, puis de vraiment être main dans la main avec tout le monde pour montrer qu'on peut continuer vers quelque chose qui reviendra plus dans l'idée d'un festival sans être open air dans les concerts complètement, mais avec aussi toute cette partie en ville en fait. Ouais, cette partie justement et ce village extérieur, est-ce qu'il aura lieu pour cette édition 2024 ? Non, alors malheureusement pas. C'est vrai que c'est un gros boulot, le village, en termes de construction, etc. Donc on a hésité, on a eu plein de possibilités d'imaginer des éditions d'une manière ou d'une autre. Et puis après on s'est dit ok, en fait il faut qu'on aille vers ce qui est le plus pérenne, on va dire. Et en s'entourant des partenaires aussi avec qui on était, c'est aussi des salles qui sont très pros, qui connaissent très bien le métier. Donc c'était aussi un moyen pour nous d'assurer quelque chose de solide avec ces salles-là. Et puis donc il y aura pas de village malheureusement, mais on pourra quand même se balader entre la parenthèse et l'usine à gaz et se croiser avec les festivaliers et festivalières, je l'espère en tout cas. Marine de la Creta, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable communication pour le Festival des Hivernales. Et puis à la maison, retenez bien la date parce qu'il y a ce message à retenir. Évidemment, l'édition 2024 va avoir lieu et ce sera du 29 février au 3 mars. Marine, on viendra d'ailleurs sur place à quelques jours du festival pour vous revoir. À très bientôt. Oui, à bientôt, merci beaucoup. Jeudi, c'est culture et encore plus, on se prépare notamment au week-end avec les bons plans. C'est parti. On commence sur les planches du théâtre à Grand-Champ avec un Cyrano revisité, un Cyrano musical à voir les 1er, 2, 3 et 4 février au théâtre de Grand-Champ. On revient dans les années 1920 où l'intrigue se concentre notamment sur la célèbre pique. C'est un pic, c'est un cap, c'est un rock. La célèbre phrase du nez de Cyrano, la célèbre punch à revoir notamment et revisiter les 1er, 2, 3 et 4 février à Grand-Champ. On reste à Gland, mais cette fois-ci avec l'Académie Aïda Léman qui vous propose un dimanche musical le 4 février. On commence avec un brunch qui va rythmer vos papilles et des concerts des enseignants et des élèves à écouter et à voir dès 9h30. Ensuite, dimanche toujours, mais à 17h avec un concert et le basson Dulciane, un célèbre basson, l'ancêtre du basson même, et le fameux orgue de l'organiste Karl Richter à voir dès 17h du côté de la salle de l'Aïda Léman. Enfin, du côté de Founet, à la salle de spectacle, l'Harmonie de Terre Sainte vous convie pour une soirée exceptionnelle et originale sur fond de plateau télévisé avec des musiques de générique de série que vous aurez à reconnaître et surtout à l'animation de cette soirée, un certain Jean-Pierre Deria, ancien préfet du district de Nyon, qui racontera quelques anecdotes. Pour terminer ce week-end en musique, le Pop Rock Festival qui a dévoilé sa programmation pour sa 13e édition. Rendez-vous les 23, 24 et 25 mai du côté de J. L'occasion donc de redécouvrir certains groupes de rock de chez nous, dont Teddy Nista qui est à l'affiche, mais également My Beautiful Disorder, un certain aussi Charlie Winston. La tête d'affiche sera dévoilée courant du mois de février, mais une autre tête d'affiche, Storm Orchestra, qui nous a également envoyé un petit message. On écoute. Salut, c'est Maxime de Storm Orchestra. On se retrouve en mai au Pop Rock Festival avec Énervé TV, où on vous jouera tout notre premier album, presque, et tout notre premier EP, presque, et quelques exclusivités. Salut! Salut, c'était presque dit juste. Allez, c'est tout pour les bons plans du week-end. À vous de choisir. On donne la parole maintenant à Broken Bridge, célèbre groupe nyonnais de la région. Broken Bridge, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue en musique, s'il vous plaît. Salut les garçons. Salut. 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 On est ravis de vous avoir. Allez. Broken Bridge, merci beaucoup d'être avec nous au son de votre musique. On ne pouvait pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on entend? Ça fait partie du nouvel album. On peut peut-être le commenter ensemble.
Et là, on entend le morceau Gaslight, le premier single sorti de notre nouvel album. Il est sorti, Gaslight, avec ce clip l'année dernière, au mois d'avril-mai. Et puis l'album est sorti au mois de septembre. Ouais, ça s'appelle cet album Love and Sweetness. Vous dites que c'est le début d'une nouvelle ère. Pourquoi ? C'est une nouvelle ère musicalement, on pense, parce qu'on est un peu transitionné en fait des premières influences plus années 60, voire plus modernes, et on s'est un peu dirigé vers des sphères un peu plus glam rock et un peu plus années 70 sur cet album. Ouais. Comment vous avez travaillé justement sur cet album ? Parce que là, il a déjà été verni, mais qu'est-ce qui vous plaisait à chercher et à trouver au niveau musical ? Je pense que c'était vraiment une exploration déjà de thèmes un peu différents. Dans Love and Sweetness, justement, il y a un peu une ironie là-dedans. On voulait créer un peu un concept autour de l'album qui soit à la fois par rapport à l'amour, mais aussi au désamour, par rapport à différentes manières en fait, d'aimer qui sont plus ou moins saines. Et pour l'instant, l'album continue à vivre sur scène, quoi. Et ça nous plaît bien, même s'il a déjà été verni. Un peu partout dans le monde, chez nous aussi. Vernir son album chez nous à la mythique salle de la Parenthèse, une salle que vous avez retrouvée aussi puisque vous aviez joué votre premier album. C'était comment de retrouver cette salle et puis finalement le public, votre public nyonnais ? Bon, on avait joué là-bas il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, ouais. Et c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de gens aussi et on a joué très longtemps et c'était un plaisir de rejouer là-bas et revoir tous ses amis aussi et de jouer les nouveaux morceaux. Ça m'a fait plaisir. Enfin, ça nous a fait plaisir. Ouais, c'était une super occasion de pouvoir rejouer à la Parenthèse. Du coup, depuis le début de Broken Bridge, ça fait la 3e fois du coup qu'on a joué à la Parenthèse. Puis c'est pour ça que c'était un peu la maison, entre guillemets, de pouvoir vernir son album là-bas. Et puis c'est vrai que c'était plein à craquer, ça faisait super plaisir. Et vous allez revenir notamment pour le public de chez nous. Ça sera le samedi 10 février à Gland au Backstage Pub. Votre vinyle qu'on peut également trouver chez le disquaire à Nyon. J'imagine que ça fait plaisir aussi de retrouver parmi tous ces groupes de rock que vous avez vénérés aussi depuis le début que vous faites de la musique. En parlant justement, peut-être en revenant aussi sur votre tournée un peu partout, notamment en Allemagne, en Belgique. Est-ce qu'il y a peut-être des concerts qui vous ont déjà marqué là pour ce vernissage d'album ? Je pense qu'on a eu l'occasion de jouer à Copenhague, du coup au Danemark, et puis ça c'était je pense en tout cas pour ma part, une des meilleures expériences parce que de voir vraiment à la fois un nouveau pays, pour ma part je connaissais pas du tout, et puis de pouvoir jouer devant un public qui nous connaissait absolument pas aussi, c'était un peu faire ses preuves, et puis du coup, c'était génial parce qu'on a partagé l'affiche d'un festival, le Gutter Island, avec pas mal de têtes d'affiche assez célèbres du milieu du garage rock. Et puis, c'était formidable de pouvoir côtoyer ces têtes d'affiche américaines, australiennes et italiennes. Donc, ils vous ont fait peut-être des retours. Qu'est-ce qui s'est dit ? Il y a eu beaucoup d'appréciation de notre musique, autant du public que des autres groupes avec lesquels on a joué, alors que pour nous, c'est quand même des artistes d'envergure, quand même. Donc, c'est pas peu dire. Donc c'était une grande satisfaction, je pense, clairement. Si on revient sur 2022, c'est évidemment votre passage au Paléo Festival. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Je pense on avait, je pense, la dernière fois qu'on est venu sur ce plateau-là, à Nyon Région, effectivement, pour l'annonce du Paléo Festival, où on avait joué en 2022, en fait, on avait dû dire, je crois, un petit peu aussi quels étaient nos souhaits pour la suite, un peu l'après. Et puis, je pense que l'après, c'était sortir des frontières de la Suisse. C'est quelque chose qu'on a beaucoup espéré et beaucoup attendu. Ça a été possible grâce à Paléo, selon vous ? Alors, je pense qu'on n'a pas la réponse, mais après, ça peut contribuer, effectivement, parce que ça a permis, en jouant un Paléo, effectivement, de côtoyer le plus grand festival open air de Suisse, avec une reconnaissance aussi avec des groupes internationaux qui ont joué le même soir. Et puis, ça nous a permis, effectivement, nous, d'aller jouer l'année dernière pour vernir notre album du côté de Paris, à Paris même, où c'était vraiment super. À Copenhague, vraiment du coup dans d'autres pays en fait que la Suisse aussi. Et puis là, on a une série de dates aussi en Suisse allemande qui va arriver prochainement, notamment le 23 février à Winterthur.
Et puis d'autres dates encore. Bon, ça a l'air de vous réussir quand on vous donne des challenges. Donc, prochain objectif, quel festival on vise? Ça serait quoi vos rêves? On a toujours mentionné les Eurocaines de Belfort. C'est toujours d'actualité. Si vous entendez, on est prêt, quoi. Mais sinon, je pense que c'est un peu les classiques, entre guillemets. Glastonbury en Angleterre, typiquement. C'est très grand, mais c'est très réputé, quoi. Donc forcément, ça vend du rêve. Ouais. Je pense à un souhait aussi peut-être de faire une sorte de petite tournée dans un pays, c'est-à-dire par exemple l'Australie, où on va dire c'est un style de musique qui est très apprécié, le garage rock, garage punk, tout ce qui touche au rock and roll. Et on a beaucoup de liens avec des groupes australiens, notamment un groupe avec lequel on avait pu partager la scène. On avait pu ouvrir pour Emily and the Sniffers et puis à Zurich. Et puis ça, c'était une immense opportunité, parce que c'est un groupe qu'on apprécie énormément. Puis je pense qu'effectivement, des sonorités qui peuvent peut-être se retrouver sur ce nouvel album, Love and Sweetness, durant ces années, justement, 2022, 2023, on a pu un peu peaufiner de nouvelles sonorités, que ce soit plus rock and roll ou plus punk rock et glam rock. Eh bien, très bien, on va terminer en musique. Je vous propose qu'on réécoute un extrait. Ça me fait toujours bizarre de les voir comme ça, assis sur un fauteuil très sage, alors que je vous promets, sur scène, ça dépote, ça va dans tous les sens. La faute, c'est surtout vif et dynamique. On écoute. D'être reconnu certaines rues de chez nous. Broken Bridge à voir et à écouter donc le 2 février à Lausanne au Bleu Lézard. Et puis la semaine prochaine, le samedi 10 février à Gland au Backstage Pub. Merci les garçons d'avoir été avec nous. Et puis on retrouve votre vinyle évidemment chez le disquaire Agnon. C'est dit, voilà. C'est fait. Quant à nous, place au kiff avec les invités qui sont passés sur le plateau. Ils vous ont donné leurs recommandations culturelles. On les écoute. Mon plus grand kiff récemment, c'est le groupe DeWolff, D-E-W-O-L-F-F. Alors mon kiff, c'est la comédie musicale Viva Vegas au Café Théâtre Barnabé à Servion. Alors je choisis de parler de l'exposition Tintin, l'aventure immersive qui est à Beaulieu, à Lausanne. Que j'ai en fait découvert au Pop Rock à Gilly. Et que j'ai revu tout récemment à Martigny. C'est des jeunes de moins de 30 ans qui font du rock. Juste pour son wow effect, quoi. La scénographie, la qualité artistique. Depuis la fin de l'année passée, j'y suis allé avec 2 petites filles de 7 et 8 ans à qui il a fallu d'abord expliquer qui était Tintin, ce que c'était que les aventures de Tintin. Avec la liberté qui existait dans les années 70, c'est pas forcément une intro, couplet, refrain, c'est des morceaux qui peuvent durer 10 minutes, qui partent dans tous les sens, avec une grande joie de jouer, des gens qui sont vraiment pas, ils se la pètent pas sur scène, ils sont juste heureux, et puis techniquement, c'est juste des bêtes. J'ai adoré. Tant sur le plan de la danse que des chants. Enfin voilà, c'est juste un moment où on s'en prend plein les yeux, plein les oreilles. Il y a une proximité aussi avec les artistes sur scène qui amène un dynamisme. Voilà, je peux juste que recommander. C'était un super moment. Puis vraiment, on est pris dans des images qui nous tournent autour dans tous les sens, avec les différents thèmes qui viennent les uns après les autres. Et il reste encore une dizaine de jours jusqu'au 11 février pour aller le voir, donc ça vaut la peine. Et pour terminer, une autre recommandation, c'est celle de l'émission Cinéma. Elle sera de retour à l'antenne sur Lyon Région Télévision à partir de demain. Patrick et Thibaut seront sur le plateau en compagnie d'Alexandre. On l'écoute justement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'émission Cinéma demain, Alexandre ?
Le cinéma fait son grand retour en 2024 avec un menu copieux et notamment on débat des films Argyle de Matthew Vaughn sorti dans les salles, un blockbuster d'espionnage par le réalisateur des Kingsman, de Kick-Ass et des X-Men et qui là s'intéresse à un espion qui n'en est peut-être pas un puisqu'il vient d'un bouquin d'une femme romancière qui elle-même est peut-être espionne. Enfin bref, un film à twist et à tiroir avec un très gros casting. Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, John Cena et même la chanteuse Dua Lipa. On va voir si justement le charme opère dans ce faux James Bond. Et puis on change totalement de registre, on vous parle de La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, Grand Prix au Festival de Cannes qui a marqué la critique, film glaçant, film choc sur le quotidien de la famille du commandant du camp d'Auschwitz. Vous verrez, ça va être très étrange, c'est une vraie sensation de cinéma. Et puis on terminera le débat avec May December, film vénéneux du réalisateur Todd Haynes, avec Nathalie Portman qui incarne une actrice qui doit jouer le rôle d'une autre actrice, Julianne Moore, qui justement a une vie un peu étrange puisque elle avait fait la chronique, elle avait défrayé la chronique en se mariant avec un jeune de 13 ans. Thriller paranoïaque au mimétisme très incandescent. Vous verrez ça demain et bien sûr l'agenda de Patrick, les coups de cœur de nos critiques et les news avec nos pronostics sur les Césars et les Oscars. Voilà, à demain dans l'émission cinéma et pour Fais voir ta région, c'est tout pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end. Voilà, ça va? C'était comment? Pas mal, non? Pour une première? Pas mal, surtout beaucoup d'émotions cette semaine, Alexandre, avec notamment les agriculteurs et les paysans de notre région, aussi en colère. Bah oui, effectivement, lundi, on est allé voir Aurélien Rollat, qui est un lanceur d'alerte ici dans notre région à Nyon. Et puis on a suivi le dossier puisque les associations paysannes se sont regroupées pour revendiquer justement des choses, s'adresser aux politiques et puis surtout se mobiliser et s'unir. Ouais, la liste de leurs revendications notamment à voir. On a également parlé mobilité, c'était le gros thème de notre semaine. Plutôt rail, plutôt route, mais surtout place à la complémentarité plutôt que la guerre, avec notamment Rail 2050 à Perrois. Bah oui, effectivement, on a pu parler de tout ça, à la fois d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue local. Comment réagissent ici les gens et aussi les municipalités, notamment de la commune de Perrois, à ce tunnel ferroviaire. Et puis toi, t'as terminé dans le rock, Andrea? Bah oui, une semaine rock avec le retour de Broken Bridge, mythique groupe nyonnais de chez nous qu'on aura plaisir à retrouver du côté du backstage à Gland. Allez, week-end rock pour tout le monde, nous on part. Ciao, bon ciao. week-end.